Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au début de la 12e saison du Isabelle Junot Show. Aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il a vendu de ce livre son best-seller, dans le fond, Escale parisienne. Bonjour, Denis Martin-Chabot, vous allez bien? Oui, bonjour. Alors, pour rassurer les gens, oui. On est tout à fait dans les normes de la santé publique. Alors, je peux retirer mon masque. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, Escale parisienne, c'est tout un roman, Denis Martin. On est à 2 mètres, il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste m'accrocher comme ça. Ouais. Alors, on parle, là, entre toi et moi, là. Ouais. C'est tout un livre, le roman que vous avez écrit. Ça a été une réédition, Escale parisienne? C'était une réédition. Pour toutes sortes de raisons, l'ancien éditeur et moi avons décidé qu'on laissait tomber le projet qui avait été fait en 2019. Et alors, on l'a repris avec les éditions Crescendo, oui, qui fait partie du groupe Marcel Broquet, qui est maintenant à Québec. C'est intéressant, je travaille à distance à Québec. On a réédité et surtout amélioré et augmenté le livre. Très beau travail d'édition de la part de la maison d'édition Crescendo. On a augmenté donc la présence, parce que c'est un livre qui parle de violence dans des relations de couple, et des violences dans les relations de couple, surtout des couples de même sexe. Dans mon cas, c'était avec mon conjoint à l'époque. Alors, là, je dis plusieurs choses en même temps. C'est un roman auto-fictif. C'est pas mon histoire vraiment. C'est basé sur des faits qui sont arrivés, mais qu'on transpose pour rendre ça plus intéressant au niveau artistique. Parce que c'est avant tout une œuvre artistique, c'est avant tout un roman, c'est avant tout une histoire, mais c'est basé sur des choses qui sont arrivées. Donc, on parle de violence. La violence, oui, je l'ai vécue dans une relation de couple, mais dans ce cas-ci, on trouvait que la violence psychologique, qui est souvent bien avant que ça arrive au coup, c'est souvent ça qui est là. Tout à fait. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une journée triste encore pour le Québec. Une jeune femme encore de 36 ans vient de se faire tuer par son conjoint. Donc, c'est le 11e meurtre qui est fait au Québec, malheureusement, par leur conjoint. Et ça laisse 2 enfants dans le deuil, un bébé naissant et un petit bébé. Donc, c'est vraiment, vraiment triste. Je tiens à le dire parce qu'on fait en ce moment le retour du Isabelle Junot Show, mais en pandémie, ce soir, évidemment, c'est le point de presse pour savoir si on va avoir un été, si les gens vont continuer à se faire vacciner. On est à 75 il ne faut pas lâcher au niveau de la vaccination. Ouais. Puis Denis Martin, tu es un homme tellement engagé. On va continuer de parler de ce roman qui m'a tellement passionné. Pourquoi? On va le remontrer encore à l'écran. Parce que ce livre n'est pas juste une autofiction de l'amour entre 2 êtres, c'est surtout une histoire de dépendance. Je dirais pas de codépendance, mais j'ai trouvé ton personnage d'André. Le mot n'est pas fascinant, le mot est actuel. Parce que quand tu as écrit ce livre, c'était en quelle année? Bien, ce livre-là, c'est le résultat d'un travail que j'ai entrepris en 2017. 2017, j'ai terminé en 2018. C'était 2 ans de travail. C'était très intense, c'était pas facile parce que j'utilisais des choses qui me sont arrivées, je transposais. Et c'est aussi une recherche parce que je ne voulais pas que ça soit juste ma petite histoire à moi. On ne veut pas faire. Je ne trouvais pas que c'était aussi intéressant que ça parce que bien que nos vies sont toutes des romans quelque part, je pense que des fois, quand on détache un peu de la réalité, c'est le fun. Alors, j'ai fait de la recherche sur les personnages un peu qui sont violents parce que, André, qui n'est pas le vrai nom de la personne avec qui j'étais, était un personnage, disons, qui souffrait de masculinité toxique. C'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai pu définir dans ce livre-là, à ma façon. C'est quoi la masculinité toxique? Et ce que j'ai trouvé intéressant, oui, tu as parlé de... C'est quoi la masculinité? Je pense que quelquefois, comment je le définis, c'est souvent de ne pas se rendre compte que... comment je pourrais dire? Merci à la personne qui fait de la construction sur la rue Beaubien. Oui, mais on est à Montréal. On est dans la ville des cônes oranges. On parle du sujet le plus important de l'heure, là. Puis là, on a de la construction en arrière. Alors, Denis Martin, je te laisse la masculinité continuer. toxique, pour moi, j'essaie de définir ça. C'est souvent des hommes qui ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont dans la vie, qui ne se rendent pas compte des privilèges qu'ils ont dans leur vie et finalement en abusent. Et ça devient toxique quand on en abuse. Oui, mais tu m'ouvres la porte, donc
pour pas dire trop aux gens, parce que je veux qu'ils se procurent le livre sur www.librairie.ca, parce que, ou Crescendo Édition, parce que cet homme-là, oui, bellâtre, tu tombes en amour avec lui, tout ça, est-ce que tu penses qu'il était frustré parce que c'était un artiste à la base qui est devenu un agent de bar? Est-ce que tu penses qu'il y a une rage, là? Parce que c'est quand même quelque chose. Là. Si vous avez eu une vie très tranquille depuis un an, c'est le livre à acheter. Parce qu'explique-moi là, comment ce gars-là a pu t'enfirouaper aussi rapidement et longue et d'une durée. Comment ce gars-là a pu te changer? Toi qui es un journaliste, qui est une personne qui est pour les droits humains, comment ce gars-là a été capable de mettre le grappin sur toi? T'as intimidé. Oui, d'abord, on va dire que c'est pas la même chose qui m'est arrivé dans ma vie que dans le livre, mais effectivement, est-ce que l'homme... Mais je trouve ça intéressant que tu l'interprètes comme ça, parce que moi, je n'avais pas pensé ça, mais on a chacun... Moi, j'écris, c'est à toi d'interpréter, et j'aime cette idée-là. Effectivement, peut-être qu'il y a une frustration dans sa vie. Moi, je la vois beaucoup plus tôt dans sa vie où, en tant qu'homme gay, non assumé, dans un milieu pas très ouvert, il se sentait, il a été intimidé, il se sentait moins que les autres, parce que ça aussi, on a la masculinité toxique, que tu es un homme, tu es fort, tu es meilleur que les autres. C'est un peu tout ça, là, le personnage. Alors, il a vécu ça, il a réussi à se muscler, à devenir un athlète, et puis là, ben, il a manipulé les gens. C'est un peu ça, il a découvert cette forme de manipulation. Puis, tu sais, la manipulation, on l'est tous un peu quelque part. C'est toujours quand on en fait trop. Moi, je fais toujours la blague. Je pense que s'il voit ça, il va rigoler. Moi, j'ai un patron qui, des fois, je trouve que ça y prend du temps à faire des choses. Fait que quand il me demande, tu as besoin de ça quand? Si j'ai besoin dans 2 semaines, je vais dire, j'ai besoin dans 1 semaine. Bon, ça, c'est de la manipulation qui n'est pas trop méchante. Qui fait c'est un mensonge blanc. C'est un petit mensonge de fil blanc. Puis j'irai mettre un 25 cents dans l'oratoire pour me faire pardonner. Mais, on ne sait pas c'est qui. Non, mais tout ça pour dire que ce personnage-là, moi, je le trouve fascinant. Je le trouve fascinant, je le trouve intriguant, et puis je ne le déteste pas. Et je n'ai pas créé un personnage que je déteste, et je dois avouer que le vrai personnage de la vraie vie, c'est pas quelqu'un que je déteste maintenant. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de ne pas donner les faits véritables dans le livre. La différence entre une grande falaise et une œuvre de fiction. Oui, c'est une œuvre de fiction. Je ne me comparerai jamais à une grise falaise, mais c'est une œuvre de fiction. C'est une œuvre qui est là pour, d'abord et avant tout, c'est de l'art. C'est fait pour interpeller ton âme, ton cœur. Et est-ce que j'utilise l'art pour passer un message? On a tous des choses à passer, tous des messages à passer. Alors, moi, je dis aux gens, ben écoute, voici un peu, c'est un peu mon portrait de la masculinité toxique dans un couple gay. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien que ça, puis c'est la seule définition, c'est la seule chose à voir, mais c'est une définition qui, je crois, rejoint des gens. Puis je veux aussi dire que cette violence-là, parce que oui, ça se termine par un coup de poing au visage sévère, et la personne décide, OK, j'en ai assez, je m'en vais de là. Mais je veux aussi qu'on regarde ça sans jugement. La personne qui est restée jusqu'au coup de poing au visage, elle n'est pas folle, elle n'est pas stupide, même si on pense que c'est quelqu'un qui, oui, comme moi, tu sais, qui passait à la télévision, qui avait un job où j'étais supposément quelqu'un de confiant, tu sais, qui dégageait une prestance et tout ça. Mais on a tous un jardin secret. Et dans mon cas, j'avais zéro aptitude amoureuse avec les... En fait, non, zéro confiance en moi dans ma vie privée. Alors, ça dégage cette espèce de codépendance ou dépendance affective que j'admets avoir vécu. La dépendance affective, on est tous là-dedans un peu. Hein? Oui, mais on a tous vécu notre vie de jeunesse parce que Denis Martin-Chabot va avoir 60 ans, mesdames et messieurs. Les gens de la France là, qui écoutent cette entrevue-là, cet auteur qu'on aime tant va avoir 60 ans le 26 juillet. Puis il n'y a pas de l'air de ça. Puis ça m'amène à dire, mon Dieu, pour une personne comme moi qui n'a pas sorti depuis 1 an, et bien, depuis 13 mois dans le fond, lire ce livre-là, ça a été plus qu'un ami. Le pire, c'est que on sent qu'on est assis ou assise à cette table-là à Paris, dans un café, un restaurant, tout ça. Tu es capable de transposer vraiment une histoire que ça peut m'arriver à moi, ça pouvait être moi.
Puis on vit à travers ce Ben là, personnage-là. tu me fais plaisir, là. Isabelle, parce que c'est ça l'idée. Ouais. Je voulais pas que les gens disent « Ah, ben c'est une histoire en deux hommes, ça ne m'interpelle pas. » Ben non. Non, non. Non, non. Oui. C'est deux hommes, mais quand tu lis, c'est ça l'idée, c'est de l'écrire pour que... moi, il y a des femmes qui ont vécu de la violence, puis Dieu sait que c'est pas facile pour elles non plus. Puis il y a une femme qui me dit « Ben voyons donc, c'est aussi pire que dans mon cas à moi. » Ben je dis, moi, c'est pas pire ou moins pire, c'est une autre façon de le voir, mais les gens se reconnaissent un peu là-dedans. Oui, mais même, j'inviterais les gens aussi de se procurer le livre aussi, si vous avez des tendances aussi à la violence, si vous êtes malheureux, malheureuse, parce que, sincèrement, lorsque Denis Martin écrit sur les relations toxiques de couple, dont le personnage principal vit, il explique tellement bien, à quelque part, que sa plume est drôle aussi. Donc, pensez pas que c'est un livre sur la victimisation. Au contraire, c'est une lumière, ce livre-là. Puis, avec les relations compliquées qu'on a en ce moment, parce que je pense, moi, sincèrement, Denis Martin, que la sexualité est rendue maintenant tabou. Et tout est tellement caché, même dans les couples d'hétéros, que ça me choque à quelque part. Et ça m'a déchoqué de la sexualité 2021. Merci, escale parisienne. Fait que quand j'irai à Paris, je penserai à vous. On ira peut-être ensemble, on ne sait jamais. On sait jamais. Écoute, je ne peux pas te laisser partir avant de parler aussi de ton avant-dernier livre. Oui. Oui. Laurent McKitchen est décédé. Écoute, si tu peux m'en parler, si tu peux nous en parler un peu. Je vais te laisser un peu l'écran. En fait, on est aujourd'hui le 18 mai 2021. Donc, hier, c'était le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée qu'a créée Laurent McKitchen en 2003. À l'époque, c'était une journée nationale, mais c'est devenu international. Laurent, c'est un grand militant des communautés de LGBTQIA au Québec, donc des communautés gays, lesbiennes et queer, de la diversité. Et il est décédé en 2019, mais il nous a laissé tout un héritage. Les lois, les changements aux lois, le fait qu'on puisse avoir des conjoints de même sexe, le fait qu'on puisse avoir une politique au Québec, une première dans le monde de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et évidemment la Fondation Émergence et tout ça. Alors c'est son histoire que je raconte. Bien, c'est super bien. Merci beaucoup. Puis aussi, toi, Denis Martin, tu as fait changer les lois aussi à la CBC puis à Radio-Canada en 2018 environ? Non, c'était en 98-99. Oui, quand même. J'avais fait un grief pour faire reconnaître mon conjoint à l'époque, parce que dans notre convention, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de discrimination envers les couples de même sexe. Or, les lois ne permettaient pas que je puisse transférer à mon conjoint ma caisse de retraite au cas où je partirais avant lui. Ce qui a maintenant été changé dans la loi fédérale. Mais il n'y a pas eu juste mon cas, il y a eu d'autres cas, mais ça a monté donc ce qu'on appelle l'espèce de background judiciaire pour amener ça en cours. C'est la Guilde canadienne des médias, qui avait fait ça. Oh, mon le syndicat Dieu. Qui représentait les journalistes à l'époque. C'est quand même quelque chose. Je voulais savoir aussi, en terminant, tu as eu des reportages qui ont été primés. Toi, tu as été, évidemment, tu es l'âme de la maison en plein cœur, c'est ça? Bien, la maison plein cœur, oui. Oui, si tu peux nous en parler. Oui, Maison plein cœur, c'est un organisme à but non lucratif qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal depuis 30 ans cette année. Et puis moi, je suis impliqué dans le financement et les communications. J'ai décidé que je redonnais un peu à la communauté. Et puis c'est ça. Alors, on va être bientôt en grand financement. Et puis. Tu as déjà ramassé beaucoup plus que 26 000 que j'ai lu ce matin, hein? Oui, on a ramassé 37 000 à la dernière campagne. Puis on a des projets pour une campagne de 50 000 cette année. Wow, maison plein cœur, hein? C'est important en ce moment, en pandémie aussi, en fin de pandémie. Oui, en fait, la pandémie, ça a été dur pour les personnes qui ont vécu le VIH, qui sont encore les survivants. Moi, j'appelle ça les survivants de la guerre du VIH des années 80-90, qu'on avait mis de côté pour dire, bien, crevez dans votre coin, vous allez mourir, puis ils étaient traités comme des pestiférés. Imagine-toi, ils se retrouvent en pandémie ou ils se retrouvent à nouveau en isolement. C'était très, très dur pour ces gens-là. Ou même sur la rue aussi. Ouais. Moi, j'ai vu des gens, je les vois, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas sur la rue Masson, il y en a. Ce sont des très, très jeunes personnes. Ouais. Peut-être sûrement, ils n'ont pas le sida, mais ils ont d'autres problèmes. Mais il y a beaucoup d'itinérants qui sont séropositifs. Ah oui, hein? Ben, oui, en plus. Hein? Et c'est quoi le manque? Qu'est-ce que la ville peut faire à part juste de parler des sans-abri? Pas juste, mais il faut parler des sans-abri. Mais l'encadrement, justement, il y a Dr Thomas de la clinique actuelle. Mais toi, là, en tant que, si je peux dire,
bon, tu es séropositif, mais c'est pas ça le but de ma question. Le but de ma question, c'est qu'est-ce que les gens peuvent faire, donner de l'argent et quoi faire? C'est quoi les lignes directrices? Écoute, moi, je dis aux gens, bien, si vous êtes capable de contribuer quand on fait des campagnes, évidemment, ça va aider. Oui. Mais on s'entend que c'est clair que 50 000 c'est pas ça qui va gérer. Non. Maison Plein Cœur a besoin d'1 million de dollars en tout et partout pour faire tous les projets qu'on veut amener. 1 million que par nous avons année, besoin on parle d'un budget. par Là. année. Puis là, je dis ça, là, je dis ça comme ça là, Incroyable, hein? parce que je regarde le budget qu'on a, Oui. puis je vois vers où on veut aller, puis c'est clair Oui. qu'il va falloir chercher plus de financement. Oui. Si on veut éradiquer le VIH en 2030, hein, parce Oui. que c'est ça maintenant, la Ville de Montréal est engagée dans ça, ça va prendre des engagements de tout le monde, pas juste des gens qui vont donner de l'argent de leur poche. En fait, oui, on veut ça, mais il va falloir aussi qu'il y ait un changement de paradigme. On l'a vu avec la COVID, on a vu que cette maladie-là, elle atteint particulièrement les gens les moins bien nantis de notre société, ceux qui sont marginalisés parce qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger. Tu sais, des masques au départ, ils n'avaient pas les moyens de ne pas aller au travail. Et les gens qui ont été malades, souvent, c'est des gens qui étaient des préposés aux bénéficiaires. Oui, c'est vrai. Puis on voit que ces gens-là vivent ils ne sont pas toujours très bien payés. Alors, il y a toute une façon de revoir la santé. Je pense que ça va au-delà. Si on veut aider le VIH, c'est la même chose. Le VIH, c'est maintenant, c'est une maladie qui est très bien contrôlée, j'en suis l'exemple. Mais moi, je suis quelqu'un qui est privilégié, qui vit bien. J'ai accès à des services, j'ai accès à des ressources, je peux avoir les médicaments dont j'ai besoin, je n'ai pas à m'en faire pour ça. Et je n'ai pas d'autres problèmes dans la vie qui fait que j'ai à choisir entre prendre mon médicament ou me faire battre par mon mari qui va découvrir que je suis séropositive, parce que ça arrive dans le cas des femmes. Oui. Où est-ce qu'on va avec tout ça, là? Il y a vraiment... la lutte au VIH va beaucoup plus loin maintenant que de dire on va donner des médicaments. Il y a encore des gens qui refusent de se faire diagnostiquer, de passer des tests parce qu'on criminalise encore le VIH. Alors, quelqu'un qui a une relation sexuelle avec une personne et qui ne lui dit pas qu'il est séropositif, même s'il n'y a pas de risque de transmission, même s'il y a l'utilisation du préservatif, même si la charge virale est indétectable, il y a encore des risques de se retrouver en prison. Alors, quand on est face à ça, ça, c'est un des problèmes. Mais on est aussi, il y a tellement